Obama avec Poutine. Si Poutine reprend de ce poil de la bête, avec peut-être l'objectif de reconquérir dans sa tête l'empire perdu, l'empire soviétique perdu, on voit la situation en Ukraine, eh bien c'est aussi une opportunité pour l'Afrique. C'est une opportunité pour l'Afrique de dire nous sommes dans un monde multipolaire et nous avons, nous, notre mot à dire sur la question entre Israël et Palestine. C'est l'occasion le 5 et 6 août de dire à Barack Obama ce que l'Afrique pense. Mais de mon point de vue, il y a 3 choses importantes. C'est d'abord d'avoir un discours clair avec les Américains. Les Américains, ils sont pragmatiques. Ils ne comprennent pas les sous-entendus. No means no, yes means yes. Donc il faudra avoir un discours clair avec Obama. Il faudra avoir également un discours cohérent, parce qu'on parle souvent de l'absence de politique américaine, politique africaine des États-Unis, mais on ne parle pas de l'absence de politique américaine de l'Afrique. C'est l'occasion aussi pour ces 50 États en amont de bâtir le plus petit dénominateur commun de qu'avons-nous à dire à l'Amérique et que réclamons-nous. Et la troisième chose, c'est d'avoir le 3C, c'est les 3C, c'est d'avoir un discours courageux. Et là, l'historien va vous donner un élément une anecdote historique. Je pense à Sékou Touré. Sékou Touré, il devient, je ne parle pas du Sékou Touré qui va dans les années 60, on le sait, avoir des responsabilités très lourdes et notamment les crimes qu'il a pu commettre. Je parle du Sékou Touré qui arrive au pouvoir, un trentenaire, un jeune homme, en 1958. Son premier voyage, il le fait aux États-Unis d'Amérique. Que fait Sékou Touré? C'est un gamin, il n'a pas 40 ans. Il va aux États-Unis, il pourrait être dans ses petits souliers. Et il dit, moi je vais voir le président Eisenhower et je demande au président Eisenhower de visiter un État du Sud en pleine période de ségrégation raciste. Je suis un chef d'État africain, je veux visiter un État du Sud. Vous imaginez l'embarras des États-Unis? Les États-Unis veulent montrer par rapport, c'est la guerre froide, par rapport à l'Union soviétique, que ce sont eux qui vont avoir les meilleures relations avec les leaders africains. Et le premier leader de l'Afrique francophone libre dit, moi, ok avec les États-Unis, mais c'est donnant-donnant, je veux visiter un État du Sud et avoir cet impact sur la situation des droits civiques. Et il visite la Caroline du Nord. Le courage de Sékou Touré, et il a Air Force One, hein, Eisenhower lui donne Air Force One pour faire cette visite. Vous imaginez l'embarras des hôtels quand on leur explique qu'un noir va rentrer dans les plus grands hôtels, chef d'État ou pas. Ce courage de Sékou Touré, peut-être l'avoir aujourd'hui. Il faut parler à Barack Obama, dire voilà, sur le plan de l'aide, nous on trouve que l'aide américaine, je vous donne des exemples, hein. L'aide américaine elle est désorganisée. Il y a USAID, c'est le département d'État, mais il y a le département de l'agriculture, donc on a une aide qui est incohérente. Peut-être demander aussi que cette aide elle soit concentrée dans un certain nombre de domaines. Pourquoi pas l'agriculture? Vous citiez les difficultés, vous avez parlé des terres au Sénégal, vous avez dit on a tout. Oui, il y a plus de 200 000 hectares de terres arables qui attendent d'être exploités. Pourquoi là les Américains ne pourraient pas mettre le paquet pour aider, notamment dans le domaine de la logistique? Et puis c'est l'occasion aussi d'avoir un discours clair sur la gouvernance mondiale. Est-ce qu'on ne veut pas, par exemple, qu'au Conseil de sécurité, eh bien, on ait un logiciel un petit peu renouvelé? Pourquoi? C'est des États qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale. Là, on est au début du XXIe siècle. L'Afrique compte. Le Brésil compte, la Chine, évidemment, est au Conseil de sécurité, mais il y a de grands États qui ne le sont pas. Pourquoi pas proposer, comme chef d'État africain, que le Conseil de sécurité des années à venir ne soit pas la résultante d'États, mais la résultante d'organisations régionales. Une voix pour l'Union africaine, une voix pour l'Union des pays d'Amérique latine, une voix pour l'Union européenne, et pas seulement la France. La France, oui, mais l'Allemagne continue à payer la guerre perdue de 1945. Donc, avoir ce Conseil de sécurité, peut-être que l'Afrique ne sera pas entendue, mais l'Afrique peut avoir une voix forte et donner des idées originales au monde. C'est ça, être entendu. Dans ce monde multipolaire, c'est une opportunité. Alors, moi je pense que ces sommets Afrique, France-Afrique ou États-Unis-Afrique ont un relent de paternalisme. C'est comme s'il y a un pays qui est là, tout puissant, qui va dire à tous les pays africains, voilà ce qu'on devrait faire, voilà comment on voudrait le faire.
Moi, je trouve que c'est très paternaliste. Une chose. L'autre chose, c'est que ce soit les États-Unis, la France, la Chine, l'Angleterre, tous ces pays-là qui ont des sommets avec l'Afrique, c'est dans leur intérêt. Ils y vont. Ils n'y vont pas pour nos beaux yeux à nous, les Africains. Il nous faut comprendre une chose simple. Dans les relations internationales, on n'est pas à la mosquée, on n'est pas à l'église. On est dans des rapports de force et des jeux d'intérêt. Maintenant, si j'y vais, moi, si je suis contraint d'y aller, est-ce que je sais comment faire valoir mes intérêts? Est-ce que je sais quels sont les rapports de force sur lesquels je devrais m'appuyer afin de maximiser les profits que je peux avoir? Nous, les Africains, j'ai l'impression que on se base sur des réalités qui n'existent pas quand on a affaire à ces grandes puissances, qui n'y vont que par rapport à leurs intérêts. Ils n'y vont pas parce que, oui, les Africains, machin, truc. Si les Africains... si les pays européens ou les pays américains voulaient que l'Afrique soit un continent développé, ça l'aurait été depuis longtemps. Je veux dire, c'est à nous de savoir décortiquer l'échiquier mondial et de nous placer de manière à ne pas être juste des dindons de la farce. On est là, on tend la main, ouais, aide internationale, non, vous ne donnez pas ce que vous aviez promis. Non, ça, il faut que ça soit dépassé. Il faut que l'Afrique se prenne en charge. Les Africains ne pourront jamais se développer en se basant sur les autres, en se basant sur la Banque mondiale, parce que les Américains vont toujours après nous renvoyer à la Banque mondiale, au FMI, à d'autres mécanismes, l'Afrique comme machin truc. Mais tout ça, c'est par rapport à un système qui est là. Le système de l'après-guerre dont vous parlez tantôt, et qui tire la couverture d'un côté et qui déshabille d'aucuns, les Africains notamment, parce que dans le système mondial tel qu'il est conçu aujourd'hui, nous ne comptons pas pour grand-chose, 2% de l'économie mondiale, même un peu moins, aucune place au Conseil de sécurité, en tout cas pas une place qui nous donne une voix prépondérante. Voilà, nous ne comptons pas pour grand-chose aujourd'hui. Et ce rapport de force-là, qui est en notre défaveur, si nous continuons à danser sur le même tempo, 50 ans plus tard, on va encore se retrouver avec les mêmes travers. Maintenant, François Dupert, pour moi, ce ne sont pas ces relations-là qui vont nous développer. Ce ne sont pas ces relations qui vont nous tirer d'affaire. Est-ce que les Africains en sont conscients? Quels sont les nouveaux mécanismes? Parce que vous dites quelque chose d'original. Le Conseil de sécurité doit changer. Tout le monde est d'accord sur ça. Les Américains mettent 91 amendements pour retarder l'affaire parce que ça ne va pas dans le sens de leur... On a d'original à proposer au monde pour que la nature des relations change, pour qu'enfin nous puissions voir le bout du tunnel. Alors, je vais commencer par votre première question. C'est-à-dire la question qui portait sur ce qu'est une conférence internationale, un sommet. Est-ce que c'est du paternalisme? Oui. Regardez la manière dont s'est passée l'organisation de ce sommet. C'est Barack Obama qui organise. Donc c'est Barack Obama qui tient le protocole. Donc il décide, par exemple, que le 5, il y a un dîner. Il n'y a pas de relation bilatérale et il n'y aura aucune discussion bilatérale entre les chefs d'État africains et Barack Obama. D'accord. Et le 6, il va y avoir 3 réunions sur 3 thèmes différents. Gouvernance, éducation et sécurité. Donc ça veut dire que déjà, le protocole, il est imposé par les Américains. On aurait très bien pu imaginer un chef d'État africain qui dise « Non, nous, ça, dans cette condition-là, à vos conditions, je reste au pays ». C'est tout à fait envisageable. Aucun des 50 chefs d'État ne l'a fait. Alors, on peut aussi considérer que celui qui organise le protocole, c'est dans tous les sommets. Et donc, vous dites, les États-Unis accueillent l'Afrique, mais quand les États-Unis accueillent le président français, c'est aussi les États-Unis qui organisent le protocole. Donc, c'est pas plus paternaliste dans un cas que dans un autre. Finalement, la question très essentielle que vous posez, c'est dans ce contexte-là, que faire ?
comment tirer son épingle du jeu? Il y a à mon avis plusieurs réponses possibles. La première, c'est que l'Afrique peut s'appuyer sur une forte diaspora. C'est une originalité du continent africain. La Chine également, c'est un développement particulier, fondé sur sa diaspora. Vous avez partout dans le monde des Africains et des descendants d'Africains. Des immigrants africains, notamment aux États-Unis, mais également des Afro-Américains, qui sont de très anciennes racines africaines, mais qui peuvent être intéressés par le continent. Si on les intéresse au continent, regardez par exemple Oprah Winfrey, ses relations particulières avec l'Afrique du Sud. Nous sommes au Sénégal, de Akon, dans le domaine de la musique, à Mamadou Diouf, qui est le président du département Afrique de la 2e université du monde, Columbia. Il y a des ressources. Constituer un lobby d'Afrique qui serait en lien très fort avec le Black Caucus. Vous savez que le Black Caucus, ce sont les sénateurs et députés noirs américains qui ont une sensibilité particulière à l'Afrique. Ils ont mobilisé beaucoup à l'époque de l'apartheid. Et là, c'est l'occasion d'avoir des liens forts avec le Black Caucus. Je vous propose des solutions. La première solution, c'est cet enracinement avec la société civile, la diaspora, l'élite afro-américaine et africaine. Première solution. La deuxième, c'est même s'il y a un protocole qui est décidé par les Américains, eh bien, ces thèmes, les Africains peuvent les inverser. Je vous donne un exemple très concret. Les Américains veulent parler de sécurité. Les Africains peuvent très bien dire pas de sécurité sans développement. Le développement est la condition de la sécurité, parce que évidemment qu'on peut colmater militairement des brèches, mais la vraie sécurité, c'est la sécurité alimentaire, c'est la possibilité pour le continent de se développer. Mais là, je suis d'accord avec vous, c'est pas les États-Unis qui vont développer l'Afrique, c'est l'Afrique qui va développer l'Afrique, c'est l'Afrique qui va être gendarme de l'Afrique, c'est l'Afrique qui va construire. Si l'Afrique est le continent du 21e siècle, ça ne sera pas des puissances extérieures qui le décideront. Et là, il y a un certain nombre de choses. Mais ça veut dire qu'on est quand même dans un temps de mondialisation. Donc ça veut dire que j'aime beaucoup une phrase de Jean-Marie Tjibaou, le leader kanak. Il disait, l'indépendance, c'est la gestion de l'interdépendance. C'est-à-dire que cette phrase est quand même très intéressante, parce qu'on ne peut pas échapper à l'interdépendance. Dire on est l'Afrique, on va mettre des barrières, etc. Enfin, les barrières, pour certains, c'est les Européens et les Américains qui les mettent à l'immigration, par exemple. Mais on peut très bien décider d'un certain nombre de choses. On parlait tout à l'heure du domaine agricole. On peut très bien décider. Et si les Américains ou les Européens ne sont pas contents, l'Afrique peut dire mais moi je dois nourrir ma population, je dois construire une agriculture, je ne peux pas la construire si des produits venus de l'extérieur à bas coût empêchent nos agriculteurs de se développer. Mais ça doit être fait avec une grande responsabilité, c'est-à-dire que si pour le dire tout nettement et sans langue de bois, si une dose de protectionnisme est mise, notamment on parle du Sénégal, parlons du riz, au riz venu d'Asie, il faut aussi imposer des prix, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que sous prétexte qu'il n'y a plus de concurrence internationale, les prix des producteurs locaux... De toute façon, l'OMC le permet, et chez nous au Sénégal par exemple, pendant 6 mois, on interdit l'importation d'oignons. Oui, mais il ne faut pas que l'oignon, là, le prix de l'oignon augmente sous prétexte de ce blocage. Le producteur d'oignons, il est à l'aise, et c'est la même chose avec la volaille. On a interdit depuis le problème de la grippe aviaire, on a interdit l'interdiction de volaille jusqu'en 2020, et aujourd'hui les producteurs de volaille s'en sentent très bien. Tounkara, comment l'exprimer sur le plan international, ce que vous dites là? C'est très simple, juste d'un mot de dire, évidemment que vous ne pouvez pas dire on va faire du protectionnisme, on veut mettre des barrières, etc. Mais par contre, avoir un discours fort en matière de développement durable, de développement de la planète. C'est-à-dire dire, nous on n'a rien contre le riz venu d'Asie, on n'a rien contre les volailles venues de France, on n'a rien contre le lait venu, je suis français, j'aime mon pays, venu de ma région, le Poitou, ou de Normandie. Mais on peut faire du lait au Sénégal. Pourquoi? Parce que le lait qui vient de France, parce que le riz qui vient de l'Asie, ce sont des camions, ce sont des